la représentation du Front populaire ivoirien de France, dirigée par Mme Hortense Adé Assalé, en collaboration avec la PSP, Plateforme Souveraineté panafricaine, a mis à profit la célébration ce jeudi 7 août 2014 du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour organiser une table ronde sur la problématique plus que jamais d'actualité des indépendances des États africains. La rencontre, qui a eu pour cadre l'espace matière grise 6 au 4 rue Olivier Métra à Paris dans le 20e, a réuni un important public autour des 4 conférenciers issus du monde politique, économique et de la société civile. Il s'agit notamment du ministre Kaé Eric, ex-collaborateur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, de l'historien et célèbre égyptologue béninois Jean-Charles Gomez-Kouevi, de l'économiste Nicolas Agboum et M. Obambe Gaposo, président de Imoja France. L'honneur est revenu à la représentante du Front populaire ivoirien en France, Mme Hortense Adé Assalé, de planter le décor de la rencontre en expliquant aux uns et aux autres les motivations profondes de ce rassemblement. Je voulais donner un sens au mot indépendance. C'est par cette phrase pleine d'émotion du président Laurent Gbagbo que je voudrais commencer mon propos. Cette phrase traduit l'échec d'un modèle d'indépendance et la perte d'une bataille, mais elle réitère aussi et surtout le cap et la détermination de notre combat politique pour notre souveraineté nationale. Mesdames et messieurs, chers amis de la PSP, militants et militantes du FPI, Ivoiriens et Ivoiriennes, amis de Laurent Gbagbo, 7 août 1960, 7 août 2014. Voici 50 ans que notre patrie, la Côte d'Ivoire, est indépendante. Mais quelle indépendance? En politique, le mot indépendance signifie une absence de relation de sujétion entre un État et un autre État, une absence de soumission, l'autonomie totale et la souveraineté, c'est-à-dire, comme le définit le dictionnaire Larousse, le pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans l'ordre international, où il n'est limité que par ses propres engagements. Comme on le voit, il ne peut donc y avoir d'indépendance sans que ce qui en fait l'essence ne soit reconnu et respecté, à savoir ses attributs. Et ces attributs, ce sont entre autres la monnaie, la défense nationale et la diplomatie. Ainsi, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est vidée de son sens tant que le franc CFA demeure notre monnaie nationale. D'abord par principe, car cette monnaie n'est-elle pas au départ le franc des colonies françaises d'Afrique? Pour nous, le franc CFA perpétue donc le système colonial, même s'il a pris entre-temps un autre sens pour devenir le franc de la communauté financière d'Afrique. Et cela est inadmissible pour notre dignité. Ensuite, cette monnaie emprisonne nos économies dans le précaré français, ce qui nous dénie toute initiative et dispose nos richesses et notre force de travail dans l'unique intérêt de la France. Enfin, cette monnaie est un non-sens au plan économique car elle intègre des économies nationales qui ne partagent aucun critère de convergence. Tout au plus, les économies des pays de l'UMOA se caractérisent par leur divergence, de telle sorte que le franc CFA ne peut constituer une source de développement économique, mais il demeure plutôt un accélérateur d'appauvrissement, notamment pour les pays relativement plus riches. Le deuxième attribut de l'indépendance est la faculté d'un État à assurer sa sécurité et sa défense. Hélas, la base militaire française et les forces LICON, dont le nom vient de changer, nous rappellent, si besoin en était, que notre indépendance est sous tutelle. L'armée française veille sur les citoyens et les intérêts français en Côte d'Ivoire, en même temps qu'elle s'assure
que nos États travaillent à la grandeur de la France. Enfin, au plan politique et diplomatique, c'est la France qui décide de tout dans notre pays, y compris de choisir notre chef d'État contre la volonté populaire, et cela dans une impunité et une complicité générale. La France décide aussi de comment nous devons dépenser notre argent, avec qui nous ne devons pas contracter au plan commercial. Tel est le système économique, militaire et politique qui est associé à notre indépendance depuis 1960. Et c'est ce système contre lequel le Fonds populaire ivoirien se bat depuis sa création. Dans son livre programme Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique paru en 2004, Laurent Gbagbo définissait clairement notre ambition, à savoir doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle monnaie et œuvrer à notre souveraineté nationale dans une Côte d'Ivoire démocratique. Il écrivait notamment, et je cite, « Or, l'histoire nous enseigne qu'aucun peuple asservi ne peut faire efficacement face aux défis de l'humanité sans avoir au préalable brisé ses chaînes. » Ainsi, lorsqu'il accède au pouvoir suprême en 2000, la vocation du président Gbagbo était tout tracée, donner un sens au mot indépendance. C'est cette vocation que la France a tenté de briser une première fois le 19 septembre 2002, en suscitant une rébellion, puis une deuxième fois le 11 avril 2011, en opérant le coup d'État militaire. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en prison à La Haye, mais cette vocation est plus que jamais d'actualité. Mieux, cette vocation est aujourd'hui partagée de tous, Ivoiriens et non-Ivoiriens, pour le bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, le débat qui est en cours en ce moment au sein du Fonds populaire ivoirien n'est rien d'autre que le débat autour de notre combat pour la souveraineté et la démocratie nationale. Ce n'est pas un débat de Pierre contre Paul, mais un débat autour de nos principes fondateurs et notre combat politique. D'aucuns pensent qu'il faut aller aux élections pour remettre en scène notre combat une fois de retour au pouvoir, mais non de façon frontale, mais en opérant habilement avec le système de la France-Afrique. Ce sont des optimistes, et il en faut certainement dans tout groupe politique. Mais nous pensons humblement que cet optimisme-là ne repose sur rien et qu'il renferme en lui-même les germes d'un suicide collectif. Car, voyez-vous, nous avons l'expérience d'une rébellion et d'une crise post-électorale. Et cela laisse des taches indélébiles. Ce qui nous fait dire que l'élection n'est pas une panacée. Face donc au système colonial de la France-Afrique, il n'y a pas d'alternative possible. Nous combattons pour nos libertés démocratiques et pour notre souveraineté nationale. Et ce combat est symbolisé par Laurent Gbagbo, tout comme le combat contre l'apartheid était symbolisé hier par Nelson Mandela. Aussi, restons-nous persuadés que notre combat rime avec le combat pour la libération de Laurent Gbagbo. Pour nous donc, les années ne comptent plus. Seule notre détermination fera la différence. Notre détermination à donner un sens à notre indépendance et non en nous compromettant. C'est aujourd'hui et maintenant que nous devons nous lever pour arracher notre souveraineté, pour donner un sens véritable au mot indépendance à la suite du président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, bonne fête de l'indépendance et bon débat, bon échange fructueux avec les panélistes qui sont là. Ils ont été déjà présentés, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous remercie d'avoir bien voulu échanger avec nous en ce jour anniversaire. À sa suite, tour à tour, les conférenciers se sont succédés au pupitre pour gratifier le public de brillants exposés qui ont permis de mettre au grand jour les intrigues et autres coups bas qui régissent les relations entre la France, pays colonisateur, et certains pays africains. Le cas de la Côte d'Ivoire, qui sort d'un long coup d'État, dont l'épilogue a abouti au renversement le 11 avril 2010 du président Laurent Gbagbo, a dominé les débats. Peut-on considérer les États africains comme indépendants
lorsque les leviers qui symbolisent cet état de fait, notamment la souveraineté monétaire, militaire et diplomatique, demeurent toujours des mirages. C'est autour de cette question centrale que les différents orateurs ont réuni par d'étincelants exposés à dire leur part de vérité en faisant parfois des révélations bouleversantes qui ont totalement subjugué le public. Nous les écoutons. Je veux aujourd'hui introduire la problématique de la France-Afrique. On nous dit que l'Europe nous a octroyé des indépendances et que ces indépendances nous ont été, pour ainsi dire, cédées, concédées, sans combat quasiment. Il ne faut pas oublier que des hommes sont morts, des hommes ont été écartés pour permettre l'ascension de ceux qu'on a l'habitude d'appeler les pères fondateurs des indépendances, qui eux ne voulaient pas de l'indépendance. Ce fut le cas de feu Félix Houphouët-Boigny, qui jusqu'au bout ne voulait pas de l'indépendance. Ce sont des faits dont on ne parle jamais. On dit qu'ils sont les pères des indépendances. On dit la même chose pour Senghor, etc. Les générations actuelles d'Africains et d'historiens ne sont plus résolues à accepter des contre-vérités de ce genre. Parce que c'est un combat pour la mémoire et la restauration, la réappropriation du patrimoine historique de l'Afrique. Dès lors, nous disons, et nous allons prendre comme repère la fin de la guerre. 1945, après avoir contribué fortement, on dénombre 6 700 000 victimes à l'effort de guerre de la France. Les Africains, non seulement n'ont pas eu la promesse qui leur avait été faite d'accélérer leur accession à la souveraineté nationale, mais ils ont eu le contraire. Ils ont eu des massacres, des tirailleurs qui osaient demander qu'on leur paie leur sol. Nous pensons à ceux qui sont tombés à Tiaroy, au Sénégal ou ailleurs. Ils ont eu également un combat d'une violence inouïe contre les véritables patriotes. Ce que moi j'appelle les démocrates souverainistes. Je voudrais que vous preniez toute la mesure de ce que je vais dire. Quand on parle de démocratie, c'est un concept confusionniste. Le contenu n'est pas le même selon qu'on soit du côté de la France ou du côté des Africains. Lorsqu'il y a des Africains qui ont voulu pratiquer ce que j'appelle la démocratie souverainiste, pour moi, Laurent Gbagbo est un démocrate souverainiste panafricain. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a traqués, on les a arrêtés, on les a emprisonnés, et finalement, il a été déporté. Mais cet homme n'a jamais demandé à ce qu'on verse le sang de qui que ce soit dans le champ politique ivoirien. On ne nous démontrera pas le contraire, on ne trouvera pas un seul élément pour nous démontrer le contraire. Il y existe aussi ce que j'appelle la démocrature néocoloniale. Qu'est-ce que ça dit? C'est un néologisme rébarbatif. La démocrature, c'est un système pluraliste qui admet le multipartisme, qui admet même un multipartisme inflationniste, puisqu'au Gabon, il y a 300-400 partis. Et sur les 400, il y en a 300 qui sont des partis satellites du parti unique, de fait, de facto. Ce schéma est valable au Burkina Faso. Ce schéma est valable au Togo. Ce schéma est valable au Congo-Brazzaville et dans tous les pays dont on loue la bonne gouvernance dans une hypocrisie générale. De 1945 à 1956, la France a commis le crime rédhibitoire qui nous a affaiblis. Beaucoup de patriotes africains n'ont pas pris la mesure de la gravité de cet événement. Le président Houphouët-Boigny était mêlé à cette entreprise dommageable pour l'Afrique. Je l'ai dit au cours d'une conférence qui m'a valu beaucoup d'ennemis, mais comme je le dis souvent, les ennemis sont ceux qui vous poussent à vous remettre en question. Donc finalement, ce sont des alliés objectifs, les ennemis. Sans eux, on ne peut pas travailler.
nous disons que, en 1956, la France qui a senti monter en puissance l'ensemble du mouvement de décolonisation en Asie, un peu partout, a décidé de déstabiliser l'Afrique. C'était le rôle d'une loi qui était anticonstitutionnelle. C'est pour ça qu'on l'a appelée la loi cadre. Elle était contraire à la constitution de la France. Cette loi a été portée par Gaston Defferre, mais Houphouët-Boigny et Akpiti, l'ancien président du Dahomey, ont été ceux qui l'ont aidé dans ce labeur. Quoi qu'il en soit, nous avons assisté à un démantèlement des fédérations qui existaient. L'AEF a été démembrée littéralement, ainsi que l'AOF, qui jusque-là, je dois le dire, était gérée par un seul et unique gouverneur général, qui était résident à Dakar. Qu'est-ce que je veux dire par là? De petits territoires comme le Dahomey, le Togo, qui sont, de mon point de vue, des anomalies géopolitiques. Je suis du Bénin, donc je parle en connaissance de cause. De tels territoires se sont vus impliqués dans les luttes et les joutes politiciennes de la France au niveau du Parlement français. Le mouvement qui devait assurer, sceller la décolonisation, à savoir le Rassemblement démocratique africain, qui n'avait pas été fondé par Houphouët-Boigny, contrairement à ce qu'on a dit à Abidjan. Mais ça, c'est un petit détail, nous connaissons bien la propagande politique. D'accord? Ce mouvement, en son sein, il y avait des gens qui, eux, ne voulaient pas de l'indépendance dont nous allons parler aujourd'hui. Je la définis. L'indépendance dont nous allons parler aujourd'hui, De Gaulle l'appelait l'indépendance association, scellée par la coopération, c'est-à-dire l'indépendance dans l'interdépendance. Qu'est-ce que ça dit? De Gaulle dit que aucun pays africain ne doit être doté des 5 attributs essentiels de la souveraineté d'une nation. Premier attribut, c'est la défense nationale. C'est pour cela que De Gaulle a pris soin de faire signer des accords de défense aux pays africains. Et ces accords ont été paraphés, encore une fois, par Houphouët-Boigny. J'ai montré les documents au cours de ma conférence, et il n'y a pas eu de contestation sérieuse. Et de la même façon, il y a eu des accords économiques. Mais ce qui intéressait De Gaulle, qui était conseillé à cette époque par un spécialiste du Trésor, qui lui-même était d'ailleurs un admirateur de ce que l'illustre professeur Agbowo appelait le nazisme monétaire quelque part, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce dont la France elle-même avait été victime de la part des nazis. Eh bien il a dit c'est ça qu'il faut qu'on applique à l'Afrique, mais au centuple. Donc la question monétaire était la question essentielle, n'est-ce pas, de cet attribut-là. Et il fallait en aucun cas l'industrialisation d'Afrique. Le troisième point, c'est le point culturel. C'est-à-dire amarrer l'Afrique à la francophonie, la francophilie et au destin de la France, faire de l'Afrique en fait l'auxiliaire involontaire de la puissance française dans le concert des nations, notamment aux Nations Unies. Le point suivant, c'est la question diplomatique. Il fallait que tous les nouveaux États votent systématiquement et s'alignent sur les positions diplomatiques et stratégiques de la France. Le dernier point, qui n'est pas moins important, c'est la lutte contre toute velléité de créer des organisations transfrontalières. C'est-à-dire les Africains sous domination française ne devaient pas coopérer pour leur émancipation avec les Africains sous domination anglaise, qui relevaient d'une autre sphère d'influence. Pareil pour les lusophones, pareil pour les hispanophones, etc., etc. Donc il y avait un décloisonnement de l'ensemble de la problématique de la lutte pour les indépendances. Il ressort donc de cette mise au point rapide, et je vais donc commencer à amorcer les pistes de réflexion que nous allons soumettre à votre sagacité. Il ressort donc de cette question, cette exploration rapide, que, premièrement, les pays africains qui, après 1956, ont été convoqués par la France pour faire partie de la communauté,
Et la communauté dont on parle, c'est la communauté association avec la France. Je rappelle que tous les partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ne voulaient pas de l'indépendance des pays africains. Je voudrais vous rappeler une phrase célèbre de Maurice Thorez, qui était le dirigeant du Parti communiste français à l'époque. Il a dit « L'indépendance des pays africains est un concept dépassé. Ce qui est important, c'est que le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer. On peut créer une fédération sur le modèle de l'URSS avec les colonies. Donc tout ce qui était pour l'indépendance en Afrique, je vais citer quelques noms. Kwame Nkrumah, qui a fini par l'obtenir avant les années 60. N'est-ce pas? Sékou Touré, qui a commis un crime. C'est un autodidacte qui a osé rompre avec les syndicats de la métropole. Et il a créé l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, contre les intérêts de la CGT et des autres syndicats, ainsi de suite. Tous ces hommes ont été combattus avec la dernière énergie. Certains ont même fait la prison et sont morts. Certains ont été tués dans les maquis. Ce fut le cas du Camerounais Ruben Oumniobé, qui faisait partie du RDA. Et il y avait une section de l'UPC qui faisait partie du RDA. Et tout ceci, c'était avant le repli tactique des parlementaires RDA qui avait été amorcé par le président Houphouët lorsqu'il a pris la décision historique d'accompagner, disons, ce qu'on a appelé l'Afrique vers l'indépendance dans l'interdépendance. Ma conclusion, puisqu'on me presse le temps, ce genre d'exercice est souvent problématique parce qu'on introduit mais on n'a jamais le temps. C'est pour ça que par politesse nous acceptons parfois, mais c'est un peu éprouvant. Je vais m'octroyer 3 minutes supplémentaires en disant ceci. La première chose que vous devez tous comprendre, c'est que l'Afrique, sous domination française, n'a jamais été indépendante. C'est polémique ce que je dis là. Mais on nous a concédé des oripeaux, des emblèmes, une constitution, tout ce qui fait formellement, juridiquement, un État indépendant. Mais on nous a privés de l'exercice effectif de notre droit à l'indépendance en nous occupant militairement. C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'occupation militaire de la Côte d'Ivoire par la France. La France est présente sur un certain nombre de bases. Aujourd'hui, Djibouti, un peu partout le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, et à la faveur ou sous prétexte, sous le fallacieux prétexte d'une lutte contre l'islamisme radical, on assiste à une réoccupation militaire de l'Afrique par la France et par les États-Unis. J'ai dit que j'allais faire une autocritique parce que j'ai été un des soutiens du président Gbagbo. Je le suis encore plus aujourd'hui qu'il est en prison. Je le suis encore plus aujourd'hui qu'on annonce un procès. Parce que j'ai une conviction intime que je voudrais partager avec vous ce soir. En aucun cas, il ne saurait y avoir un procès de Laurent Gbagbo. Le procès auquel nous allons assister, si procès il y a, ce sera le procès de la France-Afrique, du néocolonialisme français et de l'impérialisme français. Vous avez la responsabilité historique, en ce qui vous concerne, de préparer les éléments du dossier. Vous devez mettre en place, et c'est comme ça que moi je vois cette réunion d'aujourd'hui, vous devez mettre en place les éléments de preuve qui vont permettre au monde entier de découvrir la face cachée de ce monstre de Frankenstein que nous appelons la France-Afrique. Ce qui est certain, c'est que la Côte d'Ivoire du président Gbagbo n'aurait jamais dû aller aux élections avec un pays coupé en deux, dont le chef politique de la rébellion se trouvait être à la primature, et il n'a jamais demandé à ce qu'il y ait désarmement. Un pays coupé en deux, un pays occupé par une puissance étrangère, et un pays dans lequel on ne pouvait même pas faire un recensement ou assurer la sécurité des électeurs dans certaines régions. Nous pensons que l'Afrique retiendra cette histoire, l'Afrique retiendra cette leçon. Nous mettons au crédit du président Gbagbo une chose, c'est qu'il a fait ses concessions majeures
pour obtenir une paix et une stabilité que les autres protagonistes savaient déjà plomber d'avance, parce qu'ils avaient déjà préparé la guerre depuis. Nous avons assisté en Côte d'Ivoire à un phénomène exceptionnel dans le domaine des sciences politiques. C'est le coup d'État le plus long de l'histoire. J'appelle ça le coup d'État permanent de la France en Afrique. Les constitutionnalistes, les élèves de Georges Vedel, peuvent ajouter ce concept à la notion des coups d'État. Et ce coup d'État qui a eu plusieurs étapes, n'est-ce pas, a abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle l'émergence d'un régime néocolonial sous occupation militaire et qui pressure toutes les ressources de la population sans redistribuer les rentes à la population. Contrairement à ce qu'on a dit, les paniers des ménagères n'est pas plein. La soi-disant croissance à 2 chiffres est une illusion, comme d'autres illusions d'ailleurs que le marchand d'illusions nous a servi, à savoir l'imminence d'investissements massifs de la part de partenaires invisibles. Et donc, nous disons que le président Gbagbo, et c'est la deuxième critique que je vais formuler ce soir, aurait dû prendre certaines dispositions, certaines mesures conservatoires après le coup d'État et la tentative même des chars français d'aller sur sa résidence. Il aurait dû même sortir du franc CFA. Je ne le dis pas parce que le professeur Gbagbo est là. Je le dis parce qu'à cette époque déjà, on avait mis en place tout le dispositif du sabotage économique de la Côte d'Ivoire. Et on savait que la Côte d'Ivoire avait hérité d'une dette abyssale que le président s'était proposé de solder pendant la décennie d'exercice de son mandat. Je voudrais finir par un troisième point qui me paraît essentiel aussi dans le débat. C'est que les pays africains ne peuvent pas combattre le système que nous avons essayé de disséquer très très brièvement, le temps qui nous était imparti étant trop court. Individuellement, on ne peut pas le faire. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont vocation à aller présenter le prix de leur cacao ensemble, au sein d'organisations représentatives. Donc pour nous, la question la plus importante aujourd'hui, et c'est ce que j'appelle les 3 scénarios de sortie de crise pour l'Afrique. Le premier scénario de sortie de crise, c'est le statu quo qui va rendre possible la recolonisation de l'Afrique. Il suffit seulement que les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et tout ça, scellent un pacte historique pour se faire des zones d'influence avec une capacité de ne pas se nuire à chacun, et l'Afrique passe à la trappe. Cet événement dont je parle, en termes de prospective géopolitique, c'est dans les 50 ans qui viennent. Si nous loupons le cap des 50 ans qui viennent, nous venons de faire 54 ans, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, nous allons hypothéquer durablement l'avenir de nos enfants. Le deuxième scénario de sortie de crise serait que le continent africain s'appuie sur les afro-descendants, qui sont plusieurs millions et qui ont créé à Carthagène une organisation mondiale qui n'attend qu'une chose, c'est servir de force d'appui et d'appoint pour que l'Afrique se relève et bascule vers son destin fédéral. Qu'il y ait, ne serait-ce que le projet de l'émergence d'un Parlement africain souverain qui fera contrepoids à l'institution que constitue le sommet des chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'à l'autre institution qui est vidée de toute substance, qui est la commission dirigée par Madame Dlamini Zuma. Donc, cela rendrait possible la création d'un projet fédéraliste. Et on irait vers les États-Unis d'Afrique, en suivant plusieurs zones d'influence que j'énumère rapidement. L'intégration au niveau du pôle fédérateur régional qu'est l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe. Tous les autres pays ont vocation à s'agréger autour de ce pôle fédérateur régional, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une circulation des hommes, des biens, des produits, des idées, librement. La même chose autour de la RDC, qui serait le pôle fédérateur régional pour l'Afrique centrale. La même vision pour le Nigeria, qui serait le pôle fédérateur régional pour l'Afrique de l'Ouest. Et enfin pour l'Éthiopie, pour l'Afrique orientale. Cela nous mettrait en position de force pour pouvoir traiter avec le monde arabe, le monde, l'Afrique du Nord et l'ensemble maghrébin, dans lequel le sort de nos frères est plus que déplorable. Je pense au massacre des Noirs libyens autochtones
qui s'est déroulé dans les différents généraux de la communauté internationale. Je voudrais donc terminer en disant que je remercie beaucoup et je vous remercie pour votre patience. Frantz Fanon disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Pour moi, la mission, notre mission, est de faire en sorte que le sacrifice de Laurent Gbagbo ne soit pas vain et que Laurent Gbagbo représente et rejoigne dans le panthéon des dirigeants africains les illustres figures qui l'ont précédé. Je dis que le président Laurent Gbagbo, pour nous aujourd'hui, représente non seulement l'espoir, l'avenir, mais il incarne l'Afrique que nous voulons construire, cette Afrique qui appelle tous ses enfants au combat et donc les architectes doivent commencer à construire. Et Laurent Gbagbo, c'est le chef de file, qu'il soit président ou non, qu'il soit à Côte d'Ivoire ou non, de ce mouvement qui est irréversible, qui est comme une lame de fond et qui portera l'Afrique vers son destin pour le bien de l'humanité. Dans l'Afrique francophone actuelle, notre chance unique que nous avons eue, c'était Laurent Gbagbo. Pour une raison simple. On peut applaudir quand même. Pour une raison simple. J'enlève tout sentiment de... toutes les émotions, j'enlève ça. Mais je dis pour une raison simple. Il a pris le pouvoir d'État en Afrique francophone sans l'avis préalable de l'Élysée. Beaucoup ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Parce que quand quelqu'un vous fait roi, eh bien vous êtes son sujet. Le général de Gaulle, j'ai dit bien en 1945, a pris simplement un décret, l'article 3 du décret 45-01-36, et a créé le franc des colonies françaises d'Afrique. Et nous a imposé cela. Mais mieux, le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA, ne va jamais, jamais se produire, se fabriquer sur le continent africain, mais se fabrique à Chamalières, ici, près de Clermont-Ferrand, jusqu'à la seconde où je vous parle. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'être un économiste, il suffit de réfléchir par vous-même. Quelqu'un détient votre porte-monnaie dans sa poche. Parce que c'est le problème le plus grave sur lequel vous et moi nous devons réfléchir. Il détient votre argent dans sa poche. Ça veut dire quel que soit, parce qu'eux ils ne s'amusaient pas. Il dit quel que soit l'individu, je dis bien quel que soit l'individu, qu'il soit Gbagbo ou non Gbagbo, qui va prendre le pouvoir d'État en Afrique francophone, il sera obligé, je dis bien obligé, de s'agenouiller devant nous ici. Parce qu'il utilise notre propre monnaie, notre propre argent. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien nous n'allons pas lui donner cet argent et il aura affaire à ses fonctionnaires, il aura affaire à toute sa population. Il ne pourra même pas faire marcher l'économie. C'est ça l'outil de la colonisation et qui existe actuellement. Donc, nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à réfléchir. Mais pour réfléchir ensemble, il faut se focaliser sur les problèmes réels. Donc ici, je vais rappeler rapidement, ici, le franc CFA, qui est d'origine nazie, il y a d'un côté ce qu'on appelle les institutions, et de l'autre côté, les 4 principes. Et quand vous analysez tout ça, c'est le nazisme monétaire. Donc pour nous, c'est la première partie qu'on appelle le diagnostic. Une fois le diagnostic est bien posé, quand vous allez chez le médecin, un diagnostic bien posé, il vous fait une ordonnance qui est bien, une prescription qui est bien. Mais si le diagnostic est mal posé, les médicaments qu'il va vous prescrire ne vont jamais vous guérir. C'est ça. Donc, dans les institutions, il y a ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État qui prend les décisions à l'unanimité, ça c'est sur papier. Deuxièmement,
il y a ce qu'on appelle le Conseil des ministres qui a le pouvoir de définir la politique de monnaie, qui a le pouvoir de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA, et enfin les 3 banques centrales. Mais dans la réalité, ça c'est sur papier, dans la réalité, c'est la France qui décide. Prenons la conférence des chefs d'État. Vous voulez utiliser le franc des colonies françaises qui appartient à la France, mais il faut l'accord préalable de la France. C'est une logique implacable. Deuxièmement, on dit la décision est prise à l'unanimité. Mais vous-même, vous avez été témoin oculaire. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant pour exclure la Côte d'Ivoire de Gbagbo, de la BCEAO? Gbagbo va voter contre lui-même? Non. C'est ça. Bien. Donc, la conférence des chefs d'État, ça c'est autre chose. Le Conseil des ministres, qui a dévalué le franc CFA? C'est la France. Qui nous le dit? C'est Edouard Balladur en tant que Premier ministre. Que le franc CFA a été dévalué à l'instigation de la France, parce que, dit-il, c'était une bonne chose pour ces Africains. Mais il va plus loin. Il dit, la monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique qui touche à l'indépendance et à la souveraineté des nations. Il faut bien réfléchir à ça. C'est le même Edouard Balladur. Question, mais pourquoi lui qui est blanc, qui est français, pourquoi il va dévaluer le franc CFA qui est censé nous appartenir? Vous avez la réponse, parce que le franc CFA appartient à 100% à la France. Ce n'est pas de la métaphore, ce n'est pas de l'exagération, mais c'est la réalité. C'est ça. Donc, vous voyez bien, on peut continuer ainsi de suite. Maintenant, les 3 banques centrales. Pour mémoire, comme le milieu est hétérogène, il faut le rappeler. La banque centrale, c'est la mère de toutes les banques commerciales où vous et moi, citoyens, là-dedans, nous avons nos comptes. La banque centrale appartient toujours et toujours à un établissement, à un État ou à un groupe d'États. C'est toujours un établissement public. Sauf des cas particuliers où la banque centrale est privée. Et j'en profite rapidement pour vous dire, la banque centrale de l'Afrique du Sud, elle est privée. Pourquoi? C'est l'une des conditions acceptées par Nelson Mandela pour sortir de la prison. Je m'explique. Pour pouvoir sortir de la prison, eh bien, Nelson Mandela a accepté certaines concessions. Voilà. Et parmi ces concessions, car il faut encore une autre conférence pour qu'on explique tout ça, il y en a 2. D'abord, le retour des réacteurs nucléaires en Europe. Parce que les réacteurs nucléaires, donc l'arme atomique, était faite là-bas pour pouvoir protéger la race blanche. C'est pas moi qui le dis, c'est Peter Bottaille et tant d'autres. Donc, puisque nous ne sommes plus au pouvoir et que les nègres ne doivent pas nous exterminer, il faut renvoyer les réacteurs nucléaires ici. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, lorsque vous maîtrisez la monnaie dort, comme je le répète, dans une banque centrale. Et quand vous maîtrisez donc la monnaie, vous maîtrisez la banque centrale. Si vous maîtrisez la banque centrale, vous maîtrisez toutes les banques commerciales et tous les circuits financiers. Par conséquent, il faut que les africaneurs, les racistes là, ils maintiennent sous leur contrôle le rang, c'est-à-dire la monnaie de l'Afrique du Sud. À partir de là, parce qu'on les a appelés ici, on dit mais vous-même, vous êtes de plus en plus minoritaires, vous êtes maintenant 7 à 8% de la population. Vaut mieux faire des concessions, ce sont les mêmes noirs d'Afrique. Vous leur donnez le pouvoir politique, vidé de son essence parce qu'ils n'auront pas le pouvoir économique. Et ils seront assujettis au même titre que ceux qui sont sur le continent. C'est ça la réalité. Donc, à partir de là, ils sont acceptés. Ce que je suis en train de dire, vous et moi, lorsque nous sommes dépouillés de la souveraineté monétaire, lorsque nous n'avons pas la maîtrise de notre monnaie, nous n'avons pas la maîtrise de la banque centrale. Et parce que nous n'avons pas la maîtrise de la banque centrale, nous ne contrôlons pas les banques commerciales, encore moins tous les circuits financiers. Et à partir de là, vous et moi, il suffit de demander à chacun de vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je lui ai dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Je suis venu me chercher comme tout le monde. N'est-ce pas? Je suis venu me chercher comme tout le monde, ça veut dire quoi? Je suis venu chercher un peu d'argent dans l'espoir d'un retour hypothétique, triomphalement dans le pays. Mais vous savez, c'est pas la peine qu'on se monte. Lorsque vous avez pris le salaire de misère, que vous avez payé la nourriture, que vous avez payé le loyer, que vous vous êtes déplacé, l'argent est fini. N'est-ce pas? L'argent est fini. Et on vieillit.
Et c'est plus tard, lorsqu'on retourne en Afrique, c'est notre cadavre. Or, l'Afrique n'a pas besoin de nos cadavres. Donc, vous et moi, nous sommes tous prisonniers. Parce qu'au pays, on n'a pas accès au crédit bancaire. C'est ça. Donc, vous voyez bien que, comme je le disais, c'est un problème essentiel et on nous dit d'aller plus vite. Donc, vous voyez bien que... Mais oui, je vais aller plus vite, je vais respecter un peu. Ensuite, une fois les 3 banques centrales, on en a fini, il y a ce qu'on appelle les 4 principes. Quels sont ces 4 principes? Les principes, 1, de la centralisation des champs qu'on appelle les fonds d'opération, qui fondamentalement sont ce qu'on appelle le clearing de l'époque nazie. Je le cite rapidement. Deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Troisième principe, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro aujourd'hui. Et enfin, quatrième principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Tout ça, ça a été construit à l'époque coloniale. Après 54 ans d'indépendance politique, vous et moi, conscients ou non, nous soutenons encore ce système. Donc, si vous me permettez, je peux peut-être dire un mot sur chaque principe pour pouvoir relancer le débat. Donc, sur le principe des comptes d'opération, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que de 1945 jusqu'en 1973, 100%, l'intégralité de tout ce que nous gagnons en vendant à l'extérieur, on donne à la France. On dépose ça dans un compte courant qui est ouvert ici au Trésor public français. Et ce n'est pas caché, c'est officiel. Vous voyez? De 1945 jusqu'à 1973. Et de 1973 jusqu'à l'an 2005, c'est-à-dire hier, on baisse 65%. C'est-à-dire si nous avons eu 100 milliards de dollars, et puis on donne 65 milliards à la France. Et ce sont les 35 milliards qu'on va convertir en dollars à CFA pour nous donner. Et si vous réfléchissez bien, en fait, les 35 milliards, qui les convertit encore? C'est la France. Donc, le 100% est revenu. Et nous, on n'a que les francs des colonies françaises d'Afrique. Et enfin, maintenant, à l'instant où je vous parle, c'est 50%. Mais la ministre des Finances, en la personne de Christine Lagarde, va même plus loin pour dire, quand bien on leur demanderait 50%, eh bien il y a des pays, comme par exemple de la BA, qui nous donnent même 90%. Et que si s'ils le font, c'est parce qu'ils ont des intérêts. Oui, c'est officiel tout ce que je dis. N'oublions pas que nous parlons depuis la France. Et on peut vous traduire en justice pour diffamation. Vous comprenez? Et je parle de l'État français, je ne parle pas de l'individu qui est dans la rue. Vous comprenez? Et le livre existe en circulation. Donc on peut bien prendre ça pour le traduire en justice. Pourquoi ils ne le contestent pas? Parce que je les cite et les chiffres, les citations sont officielles. Donc voilà le principe. Quelles sont les conséquences? Eh bien, première conséquence, la France a compris que si vous avez les devises, c'est-à-dire on appelle devises, toutes les monnaies des pays, sauf la monnaie locale. Si nous sommes en Côte d'Ivoire, malheureusement on utilise le franc CFA, mais toutes les autres monnaies du monde qui ne sont pas CFA sont les devises. Donc, quand les pays africains ont les devises, par exemple des dollars, des yens, ce sont ces devises qui devaient utiliser pour acheter des équipements industriels pour pouvoir s'industrialiser, transformer les matières premières et sortir de la pauvreté. Or, tout ça, à qui on donne? À la France. Ça veut dire que du coup, la France avait cimenté, avait donné l'impossibilité pour ces pays africains, les nouveaux esclaves, de s'industrialiser, donc de sortir de la pauvreté. Parce que l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est la pauvreté. Et c'est celui qui vous finance qui est votre patron. Et ça, c'est un conseil que je donne à nos jeunes femmes. Vous prenez un clochard ici. Vous le prenez, vous le lavez bien.
Et vous partez avec lui en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone. Arrivé là-bas, il va aller se faire enregistrer. Eh bien, il reçoit un conseil. Il est hors de question de nous humilier ici. Voilà tout le pays qui est là. Va voir, tu dis ce que tu as envie de faire. Mais il est hors de question de venir faire étalage de la pauvreté ici. Si tu tournes et dis, moi je vais être menuisier. Il dit, mais quel est le volume d'argent dont il y a besoin? J'ai dit 100 millions, des instructions fermes sont données, on va lui donner une ligne de crédit et il ouvre son entreprise. Et il va faire travailler les Africains qui vont travailler pour lui. Il est le patron. C'est une loi universelle. Celui qui est patron de son entreprise, c'est celui qui gouverne les salariés. On est bien d'accord? Puisque le salarié, par définition, se met dans une situation de subordination à une autre personne qu'on appelle l'employeur, moyennant versement des salaires. Donc, ils doivent perpétuer ça. Voilà. Donc, vous voyez bien que le problème comment on appelle, du problème du CFA et les comptes d'opération, c'est déjà ça. Deuxième, il y a plusieurs inconvénients, mais je vous dis quelques éléments. Lorsque les CFA sont ici, eh bien, ça génère des intérêts. À qui appartiennent ces intérêts? Et vous pouvez bien lire le livre du président Gbagbo. Hein? Ces intérêts appartiennent à la France. Oui. Et sur les intérêts, la France peut puiser. Je donne toujours le même exemple. Admettons, vous déposez, les Africains ont 12 000 milliards de francs CFA. Eh bien, les 12 000 milliards vont être placés par 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts. Eh bien, la France peut puiser dessus 40 milliards. Tabou battant en mettant tous les journalistes. Donc, ça va aider nos pays africains. C'est-à-dire, on va vous prêter l'argent qui vous appartient. Par exemple, à des taux concessionnels, 4%, 3%. Et on est esclaves financièrement. Et nous sommes les seuls peuples au monde, je dis bien les seuls peuples au monde, à donner des armes puissantes à notre bourreau sempiternel pour pouvoir nous mettre dans cette situation. Vous voyez? Donc, ça c'est un des inconvénients majeurs pour les comptes d'opération. Maintenant, je vais dire un petit mot, parce que là, rien que sur un seul compte, bon, d'accord. Donc, sur un seul compte, sur un seul principe, on peut faire une conférence entière. Deuxième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA, hier en francs français, aujourd'hui en euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a fait comprendre aux Africains que lorsque vous avez des francs CFA, eh bien, arrivé ici en Europe, on peut vous donner des zéros. C'est-à-dire, si vous ne passez pas, vous ne convertissez pas depuis Abidjan, hein, depuis la Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous êtes témoin oculaire. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible dans aucun pays du monde. Je dis bien dans aucun pays du monde. Et puis, même si vous prenez les francs CFA, par exemple, où c'est le PCAO, donc qui est émis en Afrique de l'Ouest, vous allez au Cameroun, donc en Afrique centrale, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et réciproquement. Pourtant, on dit que nous sommes dans une zone monétaire. Le milieu est hétérogène, donc on ne va pas faire des démonstrations en économie ici. De toute façon, pas des zones monétaires optimales, tout ça, ce sont des sottises. Vous comprenez? Bien. Maintenant, la question qui est posée, c'est de dire, mais puisqu'on parle, mais je crois qu'il y en a qui ont écouté, même M. Bruno Cabrial, qui dit, le principe de convertibilité veut dire, eh bien, la France donne un accès illimité de devises aux Africains. Ça, vous avez vu ça sur Bourse Africa? C'est qu'il faut, pourquoi? Pour au moins 6 raisons. Première raison, les Africains ne peuvent pas produire eux-mêmes les francs CFA à volonté. Et ça, le gouverneur de la Banque centrale, il le dit lui-même. Les Africains sont surveillés. C'est la France qui décide quelle est la quantité de monnaie à injecter dans l'économie africaine. Autrement dit, le niveau de sous-développement socio-économique qui est infligé aux Africains, ce niveau-là est décidé par la France. Deuxièmement,
Le franc CFA, comme je vous l'ai dit, se produit à Chamalières. Donc ce n'est même pas sur le continent africain. On est bien d'accord? Troisièmement, admettons que la France, puisqu'on dit qu'on a une quantité illimitée à convertir. Si les Africains apportent à la France 656 000 milliards de francs CFA, on dit convertissez nous en euros, ça fait l'équivalent de 1000 milliards. Vous-même, vous êtes témoin ici. Est-ce que la France peut convertir en 1000 milliards? À 1000 milliards d'euros? Non, pourquoi? Parce que même si la France le voulait, il faut le savoir, l'euro ne se produit pas en France. L'euro se produit à Francfort, en Allemagne. C'est l'arme utilisée par l'Allemagne pour annexer méthodiquement tous ces pays d'Europe. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi, parce que quand on gère l'économie, c'est deux jambes, deux pieds. C'est-à-dire l'outil monétaire et l'outil budgétaire. Or, on a pris l'outil monétaire à tous ces pays d'Europe. Regardez la Grèce, etc. Ils n'ont pas droit à la politique monétaire. Tout se détruit à Francfort. Et comme nous sommes les éternels esclaves qui refusons de réfléchir par nous-mêmes, on voit la réalité, mais on fait comme si rien n'était. Vous comprenez? Ce qui fait mal dans ce champ de rencontres, on a envie de dire beaucoup de choses, mais malheureusement, il manque le temps. Ça veut dire qu'on va égrener, on va vous... Non, bon, je vais continuer. Non, c'est-à-dire c'est une des raisons. Autre raison, si effectivement on avait un accès illimité à des devises, mais la réalité, c'est qu'on pouvait utiliser ces devises pour pouvoir nous industrialiser et puis nous développer. Or, qui est au bas de l'échelle? Ce sont les pays de l'Afrique francophone, c'est-à-dire les pays de la zone française. Et enfin, un des derniers éléments, je vous ai dit, on dépose 50% ici et maintenant à la France. Alors on donne à 50% de nos devises à la France. Elle qui a accès à des devises illimitées. Si on peut nous donner des devises illimitées, en quantité illimitée, ça veut dire que la France possède ces devises en quantité illimitée. N'est-ce pas? C'est une question de bon sens, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Maintenant, la question c'est de dire, mais pourquoi on parle de convertibilité? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Je m'explique. Nos paysans, nos parents travaillent, ils sortent des terres, café, cacao, c'est un exemple. Et ils vendent à l'extérieur, par exemple, aux Américains. En contrepartie, les Américains prennent le café, cacao et ils nous donnent à demi-temps 1000 milliards de dollars. Les 1000 milliards de dollars, on donne à la France qui est assise là, et elle appuie sur la machine, les billets CFA sortent. Et elle a eu les 1000 milliards comme ça. Cadeau. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause, parce qu'elle n'a pas travaillé. Vous comprenez? Mais le problème est gravissime, parce que vous et moi, nous perdons la vie. Qu'est-ce que nous cherchons ici si ce n'est pas les mêmes billets de banque? Donc moi je suis convaincu que si vous avez compris, si on vous explique en détail, est-ce que ce que je cherche, est-ce que j'utilise les mots économiques? Non. Donc ça veut dire que si on fait ce genre de conférence, qu'on explique aux citoyens lambda, comme on parle le français, qui comprend le français, lui-même peut venir le combat. Mais encore faudrait-il prendre sur soi la responsabilité de faire cette véritable campagne d'explication. Alors, après ce principe de fixité, le principe de la libre transfert, ça veut dire tout l'argent qu'on a là-bas, on transfère ici. Dans ces conditions-là, il est impossible de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Dans ces conditions-là, ça veut dire, quel que soit l'individu, puisque l'épargne n'est pas constituée, qui vient, qui prend le pouvoir, je ne vais pas citer des noms, sa première des choses, c'est de recourir à l'endettement, puisque l'épargne n'existait pas. Vous comprenez? Dans ces conditions-là, il est impossible de faire l'émergence d'une classe de femmes, d'hommes et de femmes d'affaires capables de porter l'économie nationale. Dans ces conditions-là, ça veut dire qu'on justifie la prise de l'économie par les étrangers.
Et nous devenons ce qu'on appelle les salariés misérables. C'est-à-dire qu'on prend le pays, on prend le continent, puisque nous restons toujours dans la panse. Nous sommes mis à la marge. Question essentielle, mes professeurs, après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait, il y a deux solutions. Première solution, il faut créer la monnaie. Et je vais passer dessus en disant, pour créer la monnaie, contrairement à ce qu'on vous a dit, il faut 3 jours pour créer une monnaie nationale. 3. Premier jour, eh bien, le gouvernement s'est réuni et dit, on veut créer notre monnaie. Et puis, quand on a pris la décision, on met ça dans un document qu'on appelle un projet de loi. Deuxième jour, on va déposer au bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on demande l'avis du peuple. Peuple, est-ce que vous voulez votre monnaie ou alors vous voulez la monnaie coloniale? Tout naturellement, le peuple va dire, on veut notre monnaie. On dit le projet de loi est adopté. Une fois on a pris la décision, troisième jour, on appuie sur la machine, les pieds devant sortent. À partir de là, puisqu'on a notre monnaie, tout ce qu'on appelle les crédits, les microcrédits, vous allez voir, tout le monde va avoir. Quand vous sortez d'ici, allez prendre une tasse de café. Mais il ne faut pas vous contenter de ça. Demandez au barman, dans cette tasse de café, vous y mettez combien de grammes? Je vous donne la réponse. Il met 8 grammes, mais en instant 10 grammes. Ça veut dire, quand le barman a vendu la totalité, c'est 1 kilo, ça fait 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10 grammes, il a vendu 100 tasses. 100 tasses, vous connaissez le prix d'une tasse, en moyenne c'est 2 euros. 100 tasses multipliées par 2 égale 200 euros que lui il a récolté. Question, il a payé le même kilo de café aux paysans ivoiriens à combien? C'est le fils d'un paysan qui vous parle. Eh bien, dans le meilleur des cas, c'est 300 francs, c'est-à-dire 45 centimes. Auquel on ajoute le droit unique de sortie, ça est 200 francs. 300 plus 200 égale 500 francs. 500 francs, c'est 0,76 euros, c'est-à-dire, non, 0,76 euros, c'est-à-dire moins d'1 euro. Donc, si j'arrondis, ça fait 1 euro. Ça veut dire le commerce nord-sud. Le commerce nord-sud dont on parle, la division internationale du travail dont on parle, qu'on met dans la tête à nos enfants, car c'est un économiste qui vous parle. Ça veut dire 200 euros créés et nous on nous donne 1 euro. 200 moins 1 euro égale 199 euros acquis au profit de la France. Voilà le système. Dans ces conditions-là, est-ce que le paysan à qui on a acheté à 45 centimes le kilo, est-ce que lui il peut consommer la tasse de café? C'est ce qu'on appelle un système excluant. Excluant qui? Ceux-là même qui produisent de la richesse. Ça veut dire que vous et moi, ils sont exclus. Je vous remercie. Dans mes différentes recherches et mes discussions avec certaines personnes, l'euro est né des accords de Maastricht. Le point d'achoppement entre l'Allemagne et la France à l'époque, c'était que la France accepte de lâcher le CFA en échange du fait que l'Allemagne, qui avait un Deutschmark qui lui permettait un commerce international florissant, puisse le lâcher au profit de l'euro. Les discussions auraient duré, je dis bien auraient parce que je n'y étais pas, 9 jours, je crois que c'est au 9e jour que l'Allemagne a lâché et que nous sommes restés encore dans la monnaie coloniale. Cet exemple suffit à illustrer, à mon avis, pourquoi la France tient tant à l'image du CFA, à l'euro ou en fait à la Banque de France en réalité. Maintenant, quand on a eu l'intervention de brillants économistes et qu'on vous demande de vous dire quelles sont les bases économiques de notre rédemption, c'est difficile parce que des pistes de solutions étaient déjà proposées. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le monde est un monde de compétition à l'intérieur duquel tous les États sont en compétition les uns avec les autres. Donc il n'appartient pas à un autre État d'aider un tiers État à pouvoir s'en sortir. De telle sorte que pour moi aujourd'hui, en tant que collaborateur du président Laurent Gbagbo, dont j'ai beaucoup appris, je dis que la première des choses pour un État, c'est de compter sur lui-même d'abord.
Pouvoir compter sur soi-même, c'est avoir des peuples et des populations qui vous soutiennent et qui s'engagent dans le combat que vous voulez faire. Ça veut dire que cette approche pédagogique, et j'en ai discuté tout à l'heure avec mes jeunes frères, c'est de mettre sur la place du marché des vidéos qui font maximum 5 minutes et qui soulèvent les problématiques vraies que vous avez et qui portent le message à la connaissance de nos populations. Par des formations professionnelles, pour élaborer le sujet, je me suis dit quel est l'existant aujourd'hui. L'existant dans les pays africains, puisque notre ami est là, ne parlons pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est un continent riche de matières premières. C'est un continent au sous-sol riche aussi, des matières premières agricoles, des matières premières minières et de toutes sortes. Il faut aussi se demander quel est le rapport de force avec les autres États du monde. Il a parlé tout à l'heure de la Corée du Sud, qui est un exemple qui nous intéresse. 90 $ de revenus par habitant, je pense que je ne me trompe pas, en 1960. 690. Ouais, 690 $, pardon, de revenus par habitant en 1960. Et aujourd'hui, 32 000. Quelle a été l'approche de la Corée du Sud? La Corée du Sud a-t-elle emprunté massivement pour se développer? Auquel cas, nous devons peut-être nous inspirer de cet exemple, mais je ne crois pas, parce que Gandhi disait que tout ce qui se fait contre nous, tout ce qui se fait sans nous, se fait contre nous. Donc la politique d'endettement excessive qu'il vient d'expliquer et qui est liée à l'absence de l'épargne ne saurait être une solution pour les pays africains. Il faut qu'on se le dise. Dans un espace de compétitivité, de compétition d'ailleurs, où les États sont en compétition les uns avec les autres, pour avoir chacun de la croissance, comment pouvez-vous compter sur l'argent de l'autre pour faire votre développement, c'est-à-dire et pour le battre? C'est impensable à mon avis. Le contexte aussi, c'est quoi? En 1960, nous avions 150 bacheliers qui sortaient par an. Aujourd'hui, nous en avons 80 000 en Côte d'Ivoire. L'évolution donc est passée de 150 bacheliers à 80 000 bacheliers. C'est l'état des lieux, ça. Est-ce que ça, pour nous, dans les approches de solutions que nous allons avoir, est-ce que c'est une force ou bien c'est une faiblesse? Est-ce que ce que l'autre dévancier avait était plus important que ce que nous avons aujourd'hui, ou bien c'est nous qui avons plus de ressources aujourd'hui que nos dévanciers? Parfois, je me dis, ceux qui ont résisté à la colonisation, ceux qui ont résisté à l'impérialisme et qui ont laissé leur vie, ont mené des combats qui n'ont pas été connus de vous et de moi dans certaines régions. Parce que l'exemple simple que je peux vous prendre, c'est que si vous battez par exemple dans le Zaïre profond de l'époque et qu'on vous fait du tort, si vous voulez écrire pour exposer ce tort-là, vous le mettez sur quoi? Vous le mettez forcément sur un avion, qui sera un avion UTA, un avion Air France, pour le faire venir dans le monde occidental pour que vos souffrances soient sues. Bon, vous êtes sûr et certain que cet écrit n'arrivera jamais à destination et que ce que vous aurez au mieux, c'est que votre prêt soit jeté dans la mer. Mais aujourd'hui, en 2014, les autoroutes de l'information à travers l'Internet ont ouvert un boulevard si important et si puissant que la voix de ceux qui ont quelque chose à dire ne peut plus se taire. Voilà pourquoi je fais donc l'état des lieux en disant, voilà le contexte avant, pour peut-être excuser les échecs qu'il y a eu et vous présenter la situation nouvelle telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le rapport de force, il continue de nous être particulièrement défavorable. Il ne faut pas se leurrer non plus la face. J'ai parlé de la dette. Je trouve curieux qu'on puisse adopter un développement sincèrement sur la dette. Parce que je sais que pour les petites leçons que j'ai pu apprendre pendant ma formation, et je passe sur le contrôle du professeur Gourou, le surendettement crée l'impayé. Parce que si vous avez besoin
de 10 000 € pour faire un investissement et qu'on vous en prête 15 000, ça sera mal utilisé, vous ne pourrez pas rembourser. Le sous-endettement qu'elle a payé, parce que si vous avez besoin de 10 000 € qu'on vous en donne 7 000, il va se trouver donc que vous n'aurez pas atteint vos objectifs, vous ne rembourserez jamais. Mais je peux ajouter que l'endettement qui ne permet pas de produire des biens et des services va créer forcément l'impayé. Si vous vous endettez pour payer des fonctionnaires, ne dites pas que vous êtes endetté, c'est-à-dire que vous allez faire. Si vous n'avez pas un endettement qui est adopté à des projets sérieux et productifs, dites-vous bien que vous avez simplement, comme on le fait au village, tu vas prendre 200 francs ou 1000 francs avec quelqu'un, tu lui donnes pas une quittance en garantie, au cas où tu ne rembourserais pas. Ça veut dire que toutes les dettes aujourd'hui qui se prennent dans le système des eurobonds pour lequel j'aurais pu ouvrir une parenthèse, ces dettes-là se prennent simplement par la garantie des sous-sols africains et des matières premières. Donc, cette domination qui consiste à prêter de l'argent à des États africains et à faire en sorte que des États puissent se glorifier de s'endetter me paraît une politique irresponsable, je pèse bien les mots, parce qu'elle ne garantisse pas l'avenir. Donc, qu'est-ce que nous devons continuer de faire? Vendre des matières premières ou bien continuer d'instaurer des rébellions dans nos États pour pouvoir nous mettre à la tête de cet État, ou bien continuer de prendre, comme il a développé tout à l'heure, nos ordres ailleurs pour pouvoir développer nos États, ou obéir aux ordres des institutions de Bretton Woods. La France assis, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, mais elle obéit à un système. Je pense que le frère en a parlé, mais je voudrais revenir là-dessus. La guerre froide a fait en sorte que la règle de gestion des rapports entre les États, c'était la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Lorsque la guerre froide a pris fin en 1990, dans les années 90, le multipartisme est né dans les États africains, et la gouvernance mondiale, qui n'a pas une seule composante, mais qui a plusieurs composantes, a estimé qu'il fallait, sous des dehors humanitaires et sous des idées généreuses, trouver le moyen d'accéder aux matières premières des pays africains et des pays sous-développés. C'est-à-dire, on a institué le système des ONG, qui donc ont progressivement, par des discours vertueux, conduit à ce que nous puissions accepter ce qu'on appelle donc le devoir d'ingérence. Que je ne condamne pas. Mais derrière ce devoir d'ingérence ici, qu'est-ce qu'il y avait? Je veux accéder aux matières premières d'un tel pays. Je ne peux pas le faire directement. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets en branle des ONG à qui je vais donner peut-être $1 million pour faire leur politique, et je décide de dire: monsieur, dictateur, 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 dictateur. Je l'aurais dit peut-être 150 fois, à la 151e fois, je viendrai à bout de ce monsieur. Je suis responsable politique dans son pays, et je me ferai rembourser par rapport à tout le désordre et toute la bagarre que je vais mettre à l'intérieur de ce pays-là. Je pense que la Côte d'Ivoire en paye un juste prix aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo, qui n'avait rien d'un dictateur, qui est le fils des élections, qui est l'homme de Asseyons-nous et discutons, celui qui a refusé toutes les compromissions et toutes les propositions d'accession au pouvoir par des voies autres que les urnes, c'est lui qui est apparu miraculeusement comme un dictateur. Mais il fallait agir ainsi, de façon qu'il puisse être perçu comme quelqu'un qu'on pouvait dégager par les armes. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas nos adversaires, ou enfin, les partisans de la gouvernance mondiale, ils sont confrontés à quoi? Et ce qui était prévu est arrivé. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir nous proposer un modèle de développement accepté par les deux parties, qui soit donc un modèle consensuel. On utilise des missiles. Mais dans leur tête aussi, ils se posent des questions. Après les missiles, on fait quoi? C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que vous avez pris le pouvoir, vous avez humilié les gens, vous avez pris des gouverneurs de banque centrale que vous avez dévêtus et que vous avez présentés devant la télévision. Mais après ça, vous faites quoi? Vous êtes au bout du mur parce que vous êtes au bout de l'humiliation, vous êtes au bout de ce qu'il faut pouvoir négocier. Donc les missiles ont été utilisés, mais après il faut bien pouvoir, à un moment donné, dire qu'est-ce qu'on fait. Et je pense que nos amis, je les appelle ainsi, risquent de se retrouver dans l'impasse. Et nous avons donc le devoir d'anticiper sur cette impasse-là. Et c'est notre capacité justement à anticiper sur cette impasse qui fera de nous des élites responsables. J'ai l'habitude de dire que tous, autant que vous êtes dans la salle ici, vous faites partie de la catégorie de ceux à qui, dans un campement, le feu est éteint. Vous savez très bien que dans le campement, quand le feu est éteint, il est éteint dans la maison ou dans toutes les 3 cases du campement, il n'y a plus de feu. On demande donc à un jeune homme de courir et d'aller dans le campement voisin et de lui ramener du feu pour qu'on puisse faire la cuisson. Et c'est quand il ramène le tison que chacune des cases du campement utilise le tison pour allumer le feu. Nous sommes donc dans ce contexte-là où tous, porteurs du feu, nous n'utilisons pas pour alimenter l'ensemble des campements, c'est-à-dire alimenter l'ensemble de nos populations, nous l'utilisons pour les brûler. Parce que notre responsabilité d'élites africaines, c'est notre capacité à affronter les défis et à y proposer des solutions, et non pas seulement à décrire ce qui nous arrive. Lorsque nous passons à énumérer dans toutes les différentes rencontres notre situation et que nous ne proposons pas de solution, que nous ne proposons pas d'alternative, je pense que c'est un échec que nous devons pouvoir faire le constat. Je ne dis pas que nous avons aujourd'hui trouvé le remède miracle pour le développement de l'Afrique, mais à mon avis, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions, par notre réflexion et par notre capacité d'anticipation, mettre en place un système de réflexion de nature à nous permettre d'affronter les défis des 50 prochaines années. On parle des matières premières. Même dans le système actuel, le président Gbagbo avait proposé quoi? Nous avons un problème d'infrastructure. Prenons un pourcentage conséquent de la vente de nos matières premières, mettons-le dans un fonds commun et faisons en sorte que nous puissions développer nos infrastructures. Parce que quelqu'un m'a précédé, m'a dit, et c'était intéressant, les solutions à nos problèmes de développement ne peuvent pas venir d'un seul État. La Côte d'Ivoire a eu des problèmes qu'elle a eu pour quelle raison? Ça, c'est un fonctionnaire international qui me le disait. Vous êtes dans un environnement de la CEDEAO où il n'y a pas d'état civil. Vous voulez moderniser votre état civil et vous n'avez pas associé l'ensemble de la communauté de cet environnement. C'est une menace pour chacun des citoyens de cet environnement. C'est vrai que les gens se sont tous occupés sur vous. Ah, c'est la réalité. C'est-à-dire que si les intérêts sont menacés, je ne le défends pas, madame. Mais ça veut dire que lorsque nous devons engager les réflexions, il faut que ces réflexions soient engagées, comme l'a dit le professeur, comme l'a dit les deux personnalités qui m'ont précédé, il faut les engager sur le plan régional ou sur le plan africain, de façon que ce combat-là soit engagé au niveau d'un ensemble plus grand et non pas au niveau d'un seul État. Concernant le développement de l'Afrique, moi je ne crois pas aux solutions des giga-projets où on s'en va emprunter tant de milliards d'euros ou de dollars pour pouvoir faire des projets. Je crois surtout à la formation des masses. Hugo Chavez a eu la vie sauve au Venezuela parce qu'il avait appliqué le principe de la démocratie participative. C'est-à-dire le citoyen à qui vous parlez d'un problème et qui sait de quoi il s'agit est à même dans ces conditions-là de participer au combat que vous engagez. La différence entre les élites africaines et les masses rurales est tellement importante que les masses rurales ne peuvent pas s'approprier le combat des élites africaines. À une exception près, cependant. Quand Laurent Gbagbo a commencé le combat politique en 1990, il était assis sous un appartement et il recevait chacun pour lui parler de ce que c'est que la démocratie. Il recevait dans chaque village pour leur dire quel était le système de commercialisation du café et du cacao. Et c'est à ce prix aujourd'hui que les efforts de 20 ans de travail et de formation des masses populaires lui permettent aujourd'hui d'être soutenus, même à la haie.
Donc c'est un travail important à poursuivre. Il ne suffit pas que les élites sachent à quoi s'en tenir, mais il faut que les populations et les masses rurales accompagnent les élites dans un système de démocratie participative qui permet à chacun de jouer son rôle. Dans cette même salle, j'ai parlé de la distribution des rôles. Lorsque vous faites l'action diplomatique, à côté, il y a ceux qui s'occupent à occuper le terrain opérationnel de façon que l'économie soit dans vos mains. Et l'une des solutions auxquelles il faut penser, c'est de se dire, les gigaprojets, n'en parlons pas parce qu'on n'en a jamais la possibilité de l'entretenir, mais de faire dans chaque région, dans chaque zone, des projets à taille humaine et qui soient capables d'être maîtrisés. Dans le projet de l'élection de 2010, toutes les régions productives de café et de cacao devraient être donc dotées, ne serait-ce que d'une petite usine de transformation de cacao, pour que le cacao ne soit plus vendu en fer, mais qu'il soit vendu au moins ne serait-ce qu'en beurre. Je ne demande même pas d'avoir de grosses industries aujourd'hui pour que nous fabriquions des voitures. Vendons déjà notre cacao en beurre de cacao. Ce n'est pas en faisant, disons, du matu-vu qu'on développe un État. C'est en allant à la source des véritables problèmes pour apporter des solutions aux populations. Mais ces cacao-là auraient pu être produits de meilleure façon si nous réussissons à réduire la pénibilité du travail. La pénibilité du travail, elle n'est pas un acte nouveau. Lorsque l'Europe est sortie de la Deuxième Guerre mondiale et que son économie était à plat, que son agriculture était désorganisée, ils ont créé ici ce qu'on appelle les PUMA. Il y a eu des échecs dans les PUMA, c'est-à-dire les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Dans les États africains, dans chaque village, vous avez au moins une école de 6 mètres. Mais imaginez-vous qu'à ces 6 mètres, vous adjoignez un moniteur agricole auquel vous dites « Je vais prêter à chaque village un tracteur de façon à lui permettre de produire mieux et que ce tracteur-là permette au village de me rembourser. » Il faut mettre un système de ce type-là en place. Est-ce que c'est si compliqué à faire dans les États africains? Au lieu de faire la fête de la lumière à Abidjan et de dépenser 3 milliards de francs juste pour l'image d'un régime et voir des populations périr, je pense que une politique de réduction de la pénibilité du travail ne ferait plus en sorte qu'à 45 ans dans nos villages, les gens marchent tous sur des cannes, mais qu'ils puissent pouvoir, en tout cas, avoir une vie décente, qui ne puisse pas leur donner l'illusion de penser que la solution, comme le disait le professeur Boum, se trouve forcément dans le fait de venir en Occident. Donc, de mon point de vue, avec le temps bref qui est le nôtre, les solutions existent. Et quand, à la veille de la fête de l'indépendance, vous dites, j'ai créé 500 000 emplois dans le secteur agricole, et que ce secteur agricole est le secteur qui a un taux de croissance négatif, comment vous pouvez expliquer que vous avez créé 500 000 emplois? Si ce n'est pas que vous travaillez dans les institutions dont le rôle était de produire simplement des chiffres. Quand vous empruntez sur le marché extérieur 10% de votre PIB et que vous avez des taux de croissance de 8%, mais la croissance là, c'est une croissance fictive qui correspond juste simplement à ce que vous avez emprunté à l'extérieur et que vous voulez rembourser sur 10 ans. Donc c'est les générations futures qui sont aujourd'hui, et ces prêts ne sont pas des prêts sur des très grands long termes, c'est des prêts sur 10 ans. Donc je parlais un peu des exemples en parlant de la Côte d'Ivoire parce que c'est celui que je connais le mieux, mais celui-là peut s'appliquer à l'ensemble des États africains. Deuxième élément, et ça je voudrais vous lancer vraiment un appel là-dessus. J'ai souvent parlé de l'unité dans nos États. Tant que le feu là, il a de l'oxygène, il va toujours continuer de consumer la maison. Vous avez remarqué les portes pour feu là, on les ferme pour que l'oxygène n'entre plus dans la maison et que le feu puisse s'éteindre. Donc c'est cette formation de base qui permettra de faire en sorte que nous puissions mobiliser l'ensemble de nos populations, qu'elles soient du nord, qu'elles soient du sud, qu'elles soient de l'ouest, qu'elles soient de l'est, autour de ce qui est essentiel pour elles. La prise de conscience de ce que ce n'est pas le monsieur qui est ici, qui est en face d'eux là, qui est leur adversaire. C'est celui qui les utilise pour les exploiter qu'il faut dénoncer.
Et les cours qu'il vient de faire sont pour moi des cours d'une grande exemplarité qui méritent d'être diffusés et d'être formatés sous une forme beaucoup plus adaptée au grand public que nous voulons atteindre. 5 minutes, professeur, maximum par vidéo à mettre sur YouTube. Il y a des artistes qui sont interdits de télévision ici. Je vous ai parlé de l'environnement technologique, je vous en ai parlé tout à l'heure de l'Internet. Ils sont interdits de télévision. Comment ils font? Ils diffusent leurs idées sur des comptes YouTube. Pourquoi nous alors ne diffuserons pas nos idées sur des comptes YouTube dans la mesure où aujourd'hui on se vante de dire que le portable a créé une révolution en Afrique? Oui, si ça peut juste appeler et parler au portable de certaines choses, de banalité, ça ne servira absolument à rien. Mais ce sont ces outils qui nous appartiennent d'utiliser pour diffuser dans la population les messages les plus importants et les messages qui peuvent leur permettre de réussir. C'est vrai, dans le cliché de ceux qui veulent prendre le pouvoir en Afrique, on sait ce que le langage de l'Occident comprend. Ah oui, vous savez, dans telle région, les musulmans se battent contre les chrétiens. Ça, c'est connu. Dans telle région, c'est le nord qui est sous-développé, qui a été envahi et qui veut se venger du sud. C'est pour ça qu'on a levé une rébellion. Mais tant que ces clichés porteront, les gens auront beau rôle de continuer de nous diviser. Ce qu'il nous faudra faire, c'est qu'en tant qu'élite africaine, à partir d'aujourd'hui, c'est de prendre l'engagement de faire en sorte que nous puissions réduire le fossé de prise de conscience entre nous et nos bases. Tant que l'on n'aura pas fait ça, nos bases seront instrumentalisées et il ne sera pas possible de les tirer vers nous dans ce que certains appellent la révolution africaine, qui puisse permettre cette prise de conscience véritable au niveau donc de ce que nous voulons. Deuxième élément que je voudrais dire, là peut-être le dernier élément que je voudrais dire. L'Afrique est pleine de soleil. Je suis ici en Europe depuis quelque temps. Je compte le nombre de jours où il y a du soleil. Quand il y a un petit grain de soleil, tu vois tout le monde sur les grandes places comme des marguillards en train de chercher à se réchauffer un peu. C'est de dire que c'est la denrée rare. Et vous voulez que c'est ceux qui ne bénéficient pas de cette denrée, mais qui ont plutôt une denrée rare, qui fassent des recherches pour que vous ayez l'énergie solaire chez vous. Il a parlé des 200 francs et 2 US au cacao. La Côte d'Ivoire produit 1 200 000 tonnes. C'est même monté jusqu'à 1 400 000 tonnes. Ce que je savais quand j'étais au ministère du Commerce, c'est 1 200 000 tonnes. Ça fait 1 200 000 kilos. Si on décide de prendre 10 francs sur le 2 US et le 200 francs, ou même de l'augmenter de 10 francs, on récolterait par an 12 milliards de francs sur le cacao pour financer la recherche et permettre à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique d'avoir ses propres chercheurs. Parce que je ne vois pas d'autre solution de s'en sortir si ce n'est pas l'industrialisation et la recherche scientifique. Mais une recherche scientifique de qualité. Tout ingénieur a un prix, qu'il soit russe, qu'il soit français, qu'il soit japonais, qu'il soit coréen, il aura toujours un prix. À partir de cet instant où il a un prix, j'irai le chercher à l'endroit où il se trouve pour lui dire, moi je vais faire de la recherche à but pacifique. Je voudrais que tous mes villages soient électrifiés et j'ai l'énergie solaire en abondance. Je suis situé à quelques kilomètres de l'équateur, donc j'ai le soleil qui passe dans une trajectoire qui est connue de tout le monde. Et je voudrais que vous puissiez me faire des recherches qui puissent me permettre, dans ces conditions, de maîtriser l'énergie solaire. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne deviendrait pas, comme elle a été sous Pointe-Boigny et le cacao, l'exemple de la maîtrise de l'énergie solaire avec juste quelques moyens, au lieu de faire la fête de la lumière, faisons la fête de la lumière à partir de l'énergie solaire. Donc je voudrais m'arrêter là, parce que ça fait 3 fois qu'on me fait des clins d'œil. Mais pour me résumer, c'est quoi? Nous avons des problèmes, d'importants problèmes. Mais nous avons aujourd'hui les moyens de nous asseoir et de réfléchir. Parce que nous avons bien formé nos jeunes. De 150 bacheliers en 1960, nous sommes à 80 000 aujourd'hui. C'est la bonne utilisation de ces bacheliers-là qui va nous permettre de pouvoir accéder au développement. On me dira, bon, comment faire alors dans ces conditions pour accéder au développement dans la mesure où on nous empêchera toujours d'y arriver? Laurent Gbagbo est arrivé par la formation des masses. Commençons déjà par la formation des masses et donnons-leur une culture de démocratie participative de façon qu'ils soient en mesure de donner leur poitrine lorsque la nation est en danger. Et créons de véritables nations où des gens ne viendront pas de l'extérieur pour opposer les ethnies entre elles, mais où la personne en face de qui nous se trouverons, ou en face de qui les gens se trouveront,
ait le sentiment d'appartenir à une véritable nation. Et je pense que le faire, en attendant le retour de Laurent Gbagbo, c'est préparer le terrain propice à dérouler le programme pour lequel il a tant donné de sa vie. Je vous remercie. Le panafricanisme, on a dit énormément de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ce qui aura été dit. Je vais essayer de faire des compléments, parce que si j'avais commencé en tout premier, j'aurais sans doute dit autre chose, mais il vaut mieux compléter pour éviter certaines redites. En 1973, les États arabes producteurs de pétrole, qui étaient fâchés contre l'Occident, pour les raisons que vous savez tous et toutes, parce qu'il y a un coin dans ce monde où il se passe des choses depuis 1948, et a priori il n'y a pas de solution trouvée. Mais les États arabes produisant le pétrole avaient décidé de mettre en place un embargo en disant « Nous avons le pétrole, vous en avez besoin. Et si vous ne réglez pas ce problème, mais nous, on ne vous vend plus de pétrole. » L'Occident a tremblé, le monde occidental a failli s'effondrer. Ils ont fini par céder. Mais tout le temps que cette crise pétrolière a duré, la crise pétrolière la plus terrible que l'histoire moderne de l'humanité ait connue, mais je peux vous dire qu'en Occident, c'était extrêmement dur. On a parlé de la Côte d'Ivoire qui produit le cacao, le Ghana également en produit. L'Ouganda, la Tanzanie, le Cameroun produisent du café. Imaginez une seule journée en Europe. Ici, que vous travaillez ou que vous soyez chômeur, promenez-vous. Levez-vous devant un café. Imaginez une seule journée en Europe sans café. Je dis bien une journée. Je n'ai pas dit une semaine, mais une seule journée. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les producteurs ont dit non, les ministres ont dit on ne peut pas faire autrement, on ne va pas les obliger, et les présidents de la République courageusement disent également non. Le café est produit chez nous, le cacao est produit chez nous, qui fixe les prix, on sait. Où c'est fixé, on sait. Où c'est transformé, on sait. Ben, un beau jour, faisons un rêve. Donc ces producteurs s'associent. Celui de Côte d'Ivoire, celui du Ghana et du Cameroun, ils font leur syndicat, ils disent il y en a marre. Nous, on a appris par le livre du professeur Nicolas Agbourou, on a appris par les vidéos du professeur Nicolas Agbourou sur YouTube, que nous, finalement, c'est nous qui enrichissons le cafetier parisien. Et bien nous disons non. Et bien, je vous promets qu'une seule journée sans café, mais ce sont les mêmes qui vont courir à Yopougon, à Accra pour dire les parents, s'il vous plaît, on va négocier. C'est eux qui vont nous supplier pour négocier. Et pour nous, le panafricanisme, c'est ça. Ce n'est pas un individu dans son coin qui dit « J'ai 10 milliards, je vais élever mes neveux, ils vont faire les meilleures universités au monde et je veux vendre mon café. » Ça ne marchera pas. Parce que lui, s'il décide de fixer le prix, celui qui a besoin de son café, parce que c'est une drogue en réalité, à Londres, à Paris, il prendra l'argent, il ira à Accra. Il dira « Écoute, moi j'étais chez ton frère à Abidjan de l'autre côté, j'en ai marre, les prix qu'il pratique sont prohibitifs. » Et comme parmi nous, il y a toujours le troisième homme, il y a toujours un traître, mais on vendra le café à moindre coût. Mais si entre nous, nous nous entendons, 2, 3, 4 pays, les plus grands producteurs de coton, de café, de cacao, de cobalt, de bauxite et de je ne sais quoi d'autre, on décide de dire non et que nous fixons les prix ensemble. Ils disent qu'ils n'achètent pas. Une journée, 2 journées, 3 journées. Imaginez l'Occident à Noël sans chocolat. Imaginez l'Occident à Noël à Pâques plutôt sans chocolat. Petit déjeuner sans Nutella. Petit déjeuner sans Nutella, merci mon frère. Les enfants vont étrangler leurs parents, les parents vont aller étrangler les ministres. Combien ici vos voisins à Paris, en Auvergne, en Normandie, savent que le chocolat qu'ils consomment, il y a des gens qui meurent pour ça en Afrique? Combien le savent? Monsieur le ministre Eric Kaye a dit qu'il faut faire des supports accessibles. Oui. Quelque part, je dirais, ce travail a déjà commencé. Parce que quand vous allez sur YouTube, les vidéos ne manquent pas. Et encore une fois, prenons simplement Nicolas Agbourou, le professeur qui est avec nous. Nous avons fait plusieurs vidéos avec nous, nous avons tout mis sur Internet. Et moi, dans ma famille, à titre personnel, je ne fais pas de propagande politique, je mets les outils à disposition. Et c'est ça qui parle. Et les gens comprennent pourquoi. Le jour du jugement des fiches, on demande aux filles de témoigner contre ce geôlier à la grande surprise. À la grande surprise du juge, aucune des filles n'a pu témoigner contre. Mais pire,